Bienvenue dans le Télescope, le podcast qui zoome sur l'univers WordPress et toutes les étoiles qui gravitent autour. Je suis Naïs, développeuse WordPress. Et je suis Quentin, expert SEO. Ensemble, on part à la rencontre de celles et ceux qui font briller l'écosystème WordPress. Notre objectif ? Vous faire découvrir l'histoire, le parcours d'hommes et de femmes qui façonnent et participent à l'évolution de ce CMS. Installez-vous, on vous présente tout de suite notre invité pour cet épisode. Aujourd'hui, on braque le Télescope sur Aurélio Vol, cofondateur et CEO de WP Umbrella, une solution française qui simplifie la maintenance et le monitoring des sites WordPress. Dans cet épisode, Aurélio nous raconte son parcours, depuis ses années dans les affaires publiques européennes à Bruxelles, jusqu'à la création de WP Umbrella avec son associé Thomas. On parle de rigueur, de liberté, d'entrepreneuriat, mais aussi de surf, de montagne et d'équilibre de vie. Un échange franc et inspirant, ponctué d'anecdotes et de conseils pour tous celles et ceux qui rêvent de se lancer dans l'aventure tech. Bon épisode! Bonjour Aurélio. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Très bien. Merci. Merci de nous rejoindre pour ce 4e épisode. On est Avec vraiment plaisir. ravis de te recevoir sur le Télescope. On va commencer simple. Aujourd'hui, si tu devais te présenter en 1 minute chrono, tu dirais quoi? En 1 minute chrono. J'ai 34 ans. Je suis le cofondateur et CEO d'un outil qui s'appelle WP Umbrella. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai fait dans la banlieue lyonnaise. J'ai fait des études de droit. J'adore la montagne, les sports de montagne, le surf. Et à mes heures perdues, je suis prof de yoga. Ok. Ouais, on avait vu passer ça. On aura l'occasion d'en reparler. Très cool. Quelque chose à rajouter? J'ai Ça te paraît bien. essayé d'être concis et efficace. Ok, parfait. Écoute, maintenant qu'on est à jour sur qui tu es, je te propose un petit rallye questions. C'est quelque chose qu'on a fait depuis le dernier épisode. C'est juste un petit rituel histoire de s'échauffer, se mettre en jambe avant de passer sur les questions sérieuses. Donc tu vas voir, on est plutôt sur de la question débat inutile, bien absurde. On va commencer par une qui est très sérieuse pour nous puisqu'on est breton. Beurre salé ou beurre doux? Beurre salé. Ouf. Ok, on va pouvoir continuer. Quand tu fais la bise à quelqu'un, t'en fais combien? J'en fais 2 et globalement, j'aime pas faire la bise. Ok. Si tu devais être l'ambassadeur d'un objet, ce serait lequel? Ma montre, Ok. Parce qu'elle t'accompagne partout. parce qu'elle m'accompagne partout, ouais. je la regarde assez souvent, elle me semble utile. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, toi qui es sportif, j'imagine qu'elle a aussi la Ouais, partie. Ok. j'aime bien. Un peu de data, un peu. Ok, très bien. C'est quoi ton activité go-to pour relâcher la pression, prendre un peu du recul? Le surf ou l'escalade. Ok, très Des bien. trucs intenses, physiques, pendant lesquels on peut pas penser à autre chose. Ok. Et ton métier de rêve quand tu étais petit? Menuisier. Ok, Ok. très bien. Je me suis un peu perdu. Bah, c'est toi qui choisis. Non, mais du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu n'as pas forcément poursuivi cette vie-là? Je pense que mes parents m'ont Ok. dit que ce serait bien de faire des études et que je serais en capacité de décider une fois que j'aurais eu mon bac. Ok. Ok. Puis quand j'ai eu mon bac, je suis parti en fac de droit et puis Ok. voilà. T'as retouché un peu à du bois, de la menuiserie, Non, tout ça? Non. Pas du tout. Une Ok. passion pour plus Pour tard. plus tard, c'est ça. Ok, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on est échauffé. On va pouvoir passer à la suite. On a parlé de ton enfance juste là. Tu l'as légèrement abordé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où est-ce que tu as grandi, comment ça s'est passé? En plus d'avoir eu une enfance heureuse. J'ai grandi dans un petit village à 20 minutes de Lyon. Ok. Je suis fils unique, ce qui appelle toujours beaucoup de commentaires, ce qui m'a toujours fasciné. Les gens ont un avis sur le fait d'être enfant unique ou d'avoir C'est des vrai. frères et sœurs, avec plein d'idées reçues. Beaucoup d'amour, beaucoup de copains, Ok. très chouette. Si c'était à refaire, je referais à peu près pareil. Voilà. Est-ce que tu as une question peut-être plus où ça te suffit? Écoute, ça me suffit. C'était Et- un peu histoire d'avoir ton background. Un truc bête, du coup, tu es à 20 minutes de Lyon. C'était un petit village, tu disais? Ouais, ma campagne. Et du coup, tu as eu aussi tous les allers-retours jusqu'au lycée avec le car, etc. Ouais. Ouais. Et puis même à la fac de droit, parce que du coup, Ouais, je du vivais coup. chez mes parents, donc j'ai fait ma licence en... Je passais beaucoup de temps dans les transports en commun. Ouais, du coup, parce que c'est souvent une problématique quand tu habites Ouais. assez loin, tu as tous Claire. ces allers-retours-là. Clairement. Donc beaucoup de temps à écouter. Beaucoup de temps à écouter la radio, beaucoup de temps à écouter de la musique, beaucoup de temps à parler avec les copains ou les copines dans le bus Ouais. quand j'étais plus petit. C'est pas des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, je supporte plus d'être dans les transports en commun, sauf si c'est des trains parce que je peux travailler. Ouais.
Mais à l'époque, c'était pas du tout un trauma. C'était le moment agréable. Ouais, C'était carrément. plaisir. Aujourd'hui, tu vis du coup à Lyon, donc tu es resté dans cette région-là. C'est pour être proche de la montagne, de la famille, un peu des deux? En fait, j'habite un tiers du temps à Lyon, Ouais, un tiers du temps dans les Hautes-Alpes, ok. et je suis un tiers du temps en vadrouille au gré des WordCamp qu'on sponsorise, dans lesquels on parle ou auxquels je participe en tant qu'invité. Et c'est un rythme qui est intense et qui va se recentrer, je pense, dans les prochains mois, prochaines années, vers la montagne, Ok. pour avoir plus Ok. qu'un seul camp de base, parce que la vie en montagne est quand même très sympa. Ok. Et tu vois, tu disais que du coup, t'aimes bien les sports de montagne, donc c'est compréhensible par rapport à là où tu vis et t'es né. Et du coup, tu disais aussi le surf. Ouais, Alors ça m'interroge un peu plus parce que là où t'es, il n'y a pas beaucoup de surf. Je Nous, sais. en tant que Bretons, on voit à peu près où on fait du surf en France. Et du coup, tu bouges. je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je suis allé au Portugal, j'ai Ok. mis les pieds sur une planche de surf. Ça a cliqué très très vite, Ok. mais parce que comme je fais beaucoup de sports de glisse, c'est assez intuitif. Ouais. Et depuis, je vais au Portugal de manière un peu abusive, D'accord. surfer. Et puis dès que je suis dans un endroit où il y a de la mer et des vagues, je me débrouille pour récupérer une planche de surf et prendre des machines à laver. Ouais, d'accord. Bah, tu parles à deux gros convaincus du Portugal. Oui, On clairement. a un Mis à part copain pour le surf, qui mais... a des origines portugaises. On était à Porto il y a 2, 3 semaines. Mm. Quasiment, on s'est rendu compte qu'on est allé une fois par an là sur les 4 dernières années. C'est vraiment un super pays en vrai. Ouais, non, c'est chouette. Les Portugais sont très gentils, la qualité de vie est top. Et puis il y a des vagues. Ouais, ouais, c'est à peu près partout là, Les t'es bons tranquille. spots. Ouais. Si on commence à rentrer un peu dans ton parcours pro, donc tu l'as un petit peu évoqué, tu as eu une autre vie avant le web, à l'échelle européenne, si on ne dit pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours-là et puis après le switch vers le... J'ai fait des... Moi, j'ai un master en droit des affaires et un master en études européennes. Les études européennes, c'est les études sur l'histoire et le fonctionnement de l'Union européenne. Ok. Puis ça commence un petit peu avant la construction européenne. Et quand on fait ce genre d'études, on travaille à Bruxelles. Et pendant 5-7 ans, j'ai fait ce qui s'appelle des affaires publiques européennes. Et donc, j'ai eu une bourse au Parlement européen. Ok. Et après, j'ai représenté des boîtes ou des services publics auprès du législateur à Bruxelles sur des problématiques comme la réforme du droit d'auteur, qui parlera peut-être à certains de nos auditeurs, ou des trucs en lien avec la santé, notamment à l'établissement français du sang, Ok. où je me suis occupé de défendre la position française dans le cadre de la révision des directives européennes sur le sang, les tissus et les cellules. Et il n'y a absolument aucun lien d'aucune sorte Ah ouais. avec WP Umbrella et ce que je fais aujourd'hui, si ce n'est que à l'arrivée de la trentaine, j'avais un projet entrepreneurial avec un ami d'enfance, Ok. Thomas, Ouais. mon cofondateur, et que j'avais eu l'impression de faire un peu le tour de cette vie, d'en avoir assez de prendre le Thalys et de commuter à Bruxelles 2 fois par semaine, et que c'était le bon moment de faire autre chose. Ok. Et en fait, pendant le Covid, je suis parti à la montagne et j'ai rendu mon appart sans le dire à mon employeur de l'époque. Et puis quand il a fallu revenir sur Paris, j'ai demandé une rupture conventionnelle que j'ai eue pour amorcer WP Umbrella. Ok. Parce que c'est vrai que du coup, tout ton background de droit, etc., il a dû t'apporter une certaine rigueur que Ouais. des fois, on peut se dire que l'entrepreneur, il peut être un peu rock, un peu imprévisible, alors que du coup, tu as un profil très structuré de ton parcours. Et est-ce que tu as les deux? Comment... J'ai les deux. Ouais, ok. Je suis un ambivalent. Je suis à la fois extrêmement chiant sur plein de sujets Ok. parce qu'il faut qu'il y ait du cadre et des règles. Et ça part aussi dans tous les sens. Et mes équipes me disent souvent, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un en marketing qui m'a dit que j'étais a bit intense, Ok. à juste titre, je pense. Et c'est vrai que ça part un peu. J'ai 20 000 idées à la minute, Thomas a 20 000 idées à la minute, on ne peut pas tout faire. Les gens qui doivent exécuter mes idées ne peuvent pas tout faire non plus. Donc c'est un joyeux mix, un joyeux mix des deux. Et du coup, tu devais avoir pas mal de frustration quand tu étais à l'échelle européenne, ou tu arrivais à retrouver ce côté-là vraiment intense et proposé? Ouais. En fait, il y a un truc qui est frustrant, c'est
temps du processus décisionnel, mais c'est normal, parce que quand on fait une loi pour 750 millions de personnes, oui, bien sûr. Il faut un temps de concertation, et puis il faut mettre tout le monde d'accord, et comme c'est pas possible, il faut des négociations, des compromis qui donnent lieu à des demi-résultats. Bref, le processus est long et critiquable, mais il est hyper intéressant et il a aussi des vertus. Et les affaires publiques, c'est un métier qui est génial parce qu'on fait du droit. C'est un métier qui reste quand même très juridique. On fait beaucoup de relations publiques parce qu'il faut rencontrer des gens, il faut leur parler. On fait de la communication. Sur le don de sang, j'avais lancé une campagne autour d'un concept qui était Blood is priceless. Le sang n'a pas de prix, parce que le sujet, c'était la non-rémunération des donneurs de sang et de plasma. Mon propos, c'est que c'est des métiers qui sont si créatifs qu'en fait, c'était quasiment du néo-entrepreneuriat. D'accord, ouais. Et puis comme l'Union européenne, c'est un truc un peu obscur, tout le monde m'a à peu près toujours foutu la paix, et j'ai à peu près globalement pu faire toujours ce que j'ai voulu avec la bénédiction et la confiance des gens qui étaient au-dessus de moi. Ouais, ok. Tu devais à chaque fois t'approprier vraiment le projet pour le porter comme s'il était à toi, en fait. Ouais, à peu près. Ouais, avec beaucoup d'humilité, parce que bien sûr. Quand on représente un État ou même une boîte qui est cotée en bourse, on reste à sa place. Ouais, bien sûr. On n'existe que par la personne qu'on représente, et il ne faut jamais l'oublier. Mais tu es obligé de le prendre à cœur pour que tu puisses être entendu à terme. Tout à fait. Ouais, ok. Et donc tu disais, approche les 30 ans, tu trouvais que tu avais fait le tour, et là, l'idée de WP Umbrella. En fait, on avait déjà... j'ai eu une idée de boîte un peu plus tôt. Ok. Et j'ai longtemps codé quand j'étais jeune. Au point qu'à 13-14 ans, j'avais créé un site qui s'appelait kitgratuit.net. C'était les débuts du web 2.0. Et en fait, on mettait à disposition des templates HTML, CSS pour les gens, gratuitement. Et on avait passé le million de téléchargements, tout était gratuit. C'était une aventure qui était très chouette. Et donc, j'ai toujours eu une appétence pour ça. Je codais un petit peu à l'époque. J'avais fait les formations un peu comme tout le monde du site du zéro. Et quand j'ai eu cette idée de boîte, je me suis dit, il me faut un dev. Il y avait ce gars avec qui j'étais en primaire. J'avais vu passer une vidéo de lui sur YouTube, dans un WordCamp, je crois, où il parlait de PHP, et c'était hyper intéressant, et vraiment, il s'illuminait quand il se mettait à parler de code. Et je lui ai proposé d'aller boire une bière, et on s'est retrouvés à 2 pas d'ici dans un bar qui s'appelle le Morissette, qui est un baby-foot. Et on a commencé à parler, et 2-3 bières plus tard, il m'a dit « Ton idée, elle est super, mais c'est trop compliqué. Moi, je monte un truc avec un pote. Lui, il fait du front. Moi, je fais du back. Et il nous faut un gars comme toi. » J'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, un gars comme moi. Mais je suis parti avec eux. Et on a créé un outil qui s'appelait Image SEO, qui utilisait de l'IA en 2018, 19, je sais plus, pour automatiser l'optimisation du référencement des images. Ce que je vous expliquais un petit peu en préambule. On envoyait toutes les images dans l'API Vision de Google. On les renommait et on complétait les textes alternatifs en fonction des données que nous fournissait l'IA, ce qui permettait du coup de bourriner 60 000 textes alternatifs sur un site de WooCommerce qu'ils n'avaient pas optimisé. Et le produit a bien marché, et on a commencé comme ça, et en fait pendant le Covid, on a bien bossé dessus. On a commencé à bosser sur un autre projet qui était à l'époque WP Umbrella, mais qui était un truc tout petit, qui devait être le side project d'un side project. Et en fait, on l'a mis sur AppSumo. Je ne sais pas si vous connaissez AppSumo, c'est un peu un groupon du logiciel, dans les apps. qui a beaucoup perdu en qualité d'ailleurs dans les 2 dernières années. Je ferme cette petite parenthèse. Désolé aux équipes d'AppSumo. Et en fait, on a mis un truc qui faisait du monitoring de l'uptime sur AppSumo, et ça ne faisait que ça, et ça s'appelait WP Umbrella. Et en fait, là, les gens sont devenus fous, et on a dû torpiller notre propre deal, parce qu'en fait, les gens l'achetaient, ça connaissait trop de succès, on n'était pas capable de gérer la scalabilité du truc. Okay. Donc, on a torpillé de sorte à ce que plus personne puisse acheter et stacker des codes, parce que c'est un système comme ça sur AppSumo. Et les gens nous ont dit, mais les gars, ce que vous avez fait, c'est génial. Maintenant, il faut faire des updates, il faut faire des backups, il faut faire des rapports. Et en gros, il faut refaire ManageWP, qui a été abandonné depuis l'acquisition par GoDaddy en 2013, je crois.
Et là, c'est plus le même game parce que faire du monitoring de l'uptime, c'est pas très compliqué. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on s'est quand même bien cassé les dents dessus parce qu'il y a des sujets de scalabilité qui sont hyper intéressants et complexes. Mais faire du backup, ajouter des métiers, en fait, c'est un boulot à temps plein. Et à ce moment-là, on a rencontré, alors Thomas les connaissait déjà, mais 2 gars fantastiques, Jonathan et Jean-Baptiste, qui sont les fondateurs du plugin WP Rocket, qui à l'époque venait d'être racheté par Group One. Ok. Et donc en gros, venaient de vendre leur entreprise et ils cherchaient des gens sur qui parier, accompagner, investir. Et ils nous ont invités à manger chez eux, chez Jonathan. Et ils nous ont dit, les gars, on adore ce que vous faites, vous êtes hyper complémentaires, vous nous faites penser à nous. Et si vous quittez vos boulots, on aimerait vous apporter un peu d'argent et surtout venir bosser avec vous. Pour pas que vous fassiez toutes les erreurs qu'on a fait quand on a créé WP Rocket. Et donc, on va vous faire gagner énormément de temps. Et c'était l'entre-deux Covid, confère le fait que j'avais un peu fait le tour à Paris et à Bruxelles, en tout cas que j'avais l'impression d'avoir fait le tour à Paris et à Bruxelles. Thomas avait des grosses velléités entrepreneuriales et on est parti, on a pris le train en route et on a quitté nos boulots et 3 ans plus tard, on a une petite PME qui a passé le 1 million d'euros d'ARR il y a quelques mois. C'est très chouette dans un contexte où on est des bootstrappers. Okay. On n'a pas levé de fonds, on n'a pas. Joe et JB nous ont donné, je ne sais plus, 30 000 balles. C'est vraiment un investissement perso. C'est ça, c'était un mini investissement perso pour dire les gars, nous on y croit. Et surtout, la valeur, elle n'était pas là, la valeur, ils étaient dans l'accompagnement, et qui travaillaient avec nous. Mais du coup, on est assez fiers d'avoir fait un 0 to 1 million en 3 ans avec l'argent de personne, quoi. Carrément. À nuancer parce qu'on a quand même eu le chômage. Ouais, donc il y a eu quand même, de toute façon, on disait souvent que l'État français est le premier investisseur dans les sociétés grâce au chômage. Ouais, c'est vrai, il faut avoir beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ça parce que c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme de partout. C'est cool on critique beaucoup l'État français, surtout en ce moment. Il y a quand même des dispositifs en France qui sont incroyables et faut pas les oublier. Et du coup, tu as eu plein de choses à nous dire là, donc c'est super cool. Et si je reviens juste un tout petit peu sur le premier plugin que vous aviez fait pour le SEO, donc c'était un plugin WordPress. Et donc, c'est à ce moment-là où tu as mis les mains vraiment dans l'écosystème WordPress. Tu as eu peut-être une expérience avant sur des recettes VG. Waouh! Vous avez fait vos... Comme j'étais codeur, j'avais fait un thème WordPress pour une copine qui faisait des recettes VG. Okay. Et elle faisait des super trucs et c'est con qu'on a arrêté parce que le trafic était un peu dingo et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, elle serait sur Insta, sur TikTok... surtout sur cette thématique-là. Ce serait génial. Le site, en plus, j'avais eu du goût, ça s'appelait Oser VG. Okay. Et puis c'était il y a 15 ans, 20 ans, je sais pas, j'ai vieilli. et non, donc ça, c'était mes premières expériences avec WordPress, mon premier thème. Et justement, quand j'ai dû remettre les mains dedans, 15 ans plus tard, avec le FSE, je comprenais évidemment plus rien. Mais par contre, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un peu la communauté WordPress. Et moi, ma vraie rencontre avec la communauté WordPress et avec WordPress d'une manière générale, ça a été au WordCamp Europe à Porto en 2022, je crois. Ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est notre premier sponsoring. Ça faisait 2 mois qu'on avait quitté nos boulots. Nous, on était des petits nouveaux. Les gens nous regardaient, genre, vous êtes qui, vous faites quoi? Et c'est une communauté qui est au final, qui est très sympa. Et c'est assez chouette. C'est ce que je vous disais en préambule, on a des utilisateurs qui sont très très cool. Ce qui fait que c'est facile de faire du support client sympa quand les gens avec lesquels on travaille sont sympas. Et tu disais au début, donc il y avait toi, Thomas, et il disait qu'il y avait lui et un copain. Il avait un copain, mais ça c'était sur le premier projet. Copain, pendant le Covid, a décidé qu'il n'avait plus envie de ça. Il préférait faire d'autres choses, du jeu vidéo, en tant que joueur. Et puis, il a monté son propre jeu en indé. Donc, c'est hyper chouette parce que du coup, il a quitté
une locomotive qui avançait bien pour monter dans sa propre locomotive et faire ce qui l'animait vraiment. Et on est toujours en super bon terme avec lui et c'est hyper inspirant de voir des gens qui prennent des risques pour faire des trucs qui leur plaisent. Ouais. Et souvent, c'est assez un débat qu'on peut voir souvent de comment choisir son associé. Est-ce qu'on prend quelqu'un comme nous? Est-ce qu'on prend quelqu'un différent de nous? Ça change forcément un petit peu les relations. Ça peut créer des tensions, même si des fois, en parlant, ça va mieux. Toi, avec Thomas, du coup, là, ça fait quelques années. Nous, on est un vieux couple. Ouais. On est déjà un vieux couple entrepreneurial. Ouais, et du coup, vous vous connaissiez d'avant, mais tu l'as retrouvé bien plus tard. C'est pas quelqu'un Non, avec non, qui tu fréquentais. Ouais. c'était pas un ami. Ça l'est devenu de facto parce que c'est la personne avec qui je passe probablement le plus de temps. Et puis, je crois que pour choisir un associé, il n'y a pas de recette magique, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, il faut avoir une vision commune et des compétences complémentaires. Je crois que c'est les deux choses vraiment importantes. Une vision commune, où est-ce que tu veux être dans 3 ans, et puis des compétences complémentaires pour y arriver. Parce que s'il n'y a pas de vision commune, et souvent je pense que quand il y a des problèmes entre entrepreneurs, c'est soit que la vision commune n'a jamais été définie, soit qu'elle a changé et que les gens n'ont pas parlé. Okay. Et nous, on en reparle tous les ans. Est-ce que c'est toujours ça que tu veux faire? Est-ce que tu es heureux de ton travail? Est-ce que tu veux arrêter de faire du dev et faire du marketing? Est-ce que tu veux faire du support? Voilà, c'est des questions qu'on se pose souvent et ça va toujours mieux en le parlant, en parlant, comme tu l'as dit. Et quand tu as une vision commune, c'est plus facile d'aller au bout des choses en fait. Parce que c'est jamais facile l'entrepreneuriat, enfin, vous-même vous le savez, et puis je pense que les gens qui nous écoutent sont majoritairement des entrepreneurs. Et en fait, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est la vision. Et c'est le fait d'avoir une vision commune quand la question c'est de durer à plusieurs. Voilà. C'est mon take, sur l'entrepreneuriat et les associations. Très bon take. Tu nous as parlé de la naissance de WP Umbrella, tout ça. Quand est-ce que vous avez compris avec Thomas que ça allait être plus qu'un side project que... Dès qu'il a fallu faire du backup. Ok. Parce que faire du backup, en IT, c'est ce qu'il y a quasiment de plus dur. Parce qu'en gros, on arrive sur des trucs hyper bas niveau où le goulot d'étranglement, c'est la puissance du serveur dans un sens et dans l'autre. Et faire du backup sur des serveurs mutualisés WordPress, c'est infâme. Et en fait, on savait que le jour où on entrait dans cette thématique, on ferait plus que ça. Okay. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je pense vraiment que le backup, c'est 80% du temps de dev d'Umbrella. On fait que ça tout le temps, on améliore, on teste, on itère, on fait de la R&D, mais de la R&D pas sur du code, maintenant on fait de la R&D sur des machines. Quel est le meilleur rapport, parce que c'est aussi notre principal centre de coût, quel est le meilleur couplage carte mère, disque dur? Est-ce que si on met le serveur à Lille, ça marche mieux que si on met le serveur à Amsterdam? On est vraiment à la sortie du cloud, pardon. On a nos serveurs à nous, les backups ils sont cryptés, ils sont stockés en France. Il y a des sujets juridiques aussi. Je vois beaucoup d'agences qui parlent de RGPD à longueur de temps. Les backups ils sont dans le cloud sur Amazon. Oui. Voilà, il y a plein de... en tout cas, voilà. Et on savait que nous, le backup, ce serait un point de bascule parce que du coup, on n'aurait plus la main sur tout. Parce que du coup, 50% du backup, c'est pas chez nous, c'est chez les gens. Et que du coup, ça impliquerait énormément de contacts avec les hébergeurs. Ça, c'est un truc que les gens savent pas, mais on a des super liens après 3 ans avec tous les hébergeurs. Parce qu'en fait, les hébergeurs ont un droit de vie et de mort sur ce qu'ils communiquent avec leur site. Et donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a appris que SiteGround bloquait tous les processus externes qui n'étaient pas nommément whitelistés. Et ils ont fait ça pour bloquer, à la base, la communication a été autour du fait qu'ils voulaient bloquer les crawlers des LLM. Ok. En fait, ils veulent juste préserver leur infra. Ce qui s'entend. Hein, et du coup, on reçoit un ticket d'un gars qui nous dit SiteGround, ça ne marche pas. On dit bah ouais, c'est vrai, on est bloqué, c'est bizarre. On creuse, on regarde, on voit qu'on est bloqué sur plusieurs sites SiteGround. Et en fait, comme maintenant on a des contacts chez tout le monde, on apprend en fait qu'ils ont pris la décision de. Et donc on leur envoie un message en disant coucou les gars, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît? Et des fois c'est des trucs un peu what the fuck. Un jour, il y a 2 ans, on a été bloqué par Infomaniac, qui est un très gros hébergeur suisse.
je me suis retrouvé à appeler le service client d'Infomaniac en disant bonjour, je suis le créateur de WP Umbrella. On a, je crois, 600 sites de nos clients qui sont hébergés chez vous. C'est un petit hébergeur pour nous, Infomaniac. Est-ce que vous pourriez nous débloquer? Alors la personne dit non, c'est pas vrai, tout marche bien. Je dis non, débloquez-nous, sinon on va demander aux gens de vous écrire et on va tous perdre du temps et de l'énergie. Et en fait, ils nous ont pas débloqué tout de suite. Et en fait, quand c'est comme ça, nous on dit à nos utilisateurs, coucou, est-ce que vous pouvez copier ce message? Ouais, ok. Et quand l'équipe support reçoit 20 fois le même message, ça monte. J'ai rappelé, puis on a été débloqué dans la minute. Mais en fait, on a ce travail très ingrat de comment on communique en permanence avec des dizaines, voire des centaines de milliers de sites. Et ça pose des... Voilà, c'est des trucs on savait que le jour où on ouvrirait un peu cette boîte de Pandore du backup, il n'y aurait pas d'autre choix que d'être à 1000% dessus. C'est marrant parce que c'est un sujet autant IT, technique de comment ça fonctionne, que humain, de relations pour autoriser, demander et communiquer avec des hébergements pour... Tu travailles main dans la main avec eux en fait, t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, ok. Et moi, je prends toujours le temps de leur dire, parce qu'ils ont tous peur qu'on devienne hébergeur un jour. Ah oui, d'accord. Moi, je prends toujours le temps de dire, les gars, mais je ne serai jamais un hébergeur. Ouais, ok. Et ce qui est marrant, c'est que les hébergeurs essayent de sortir des concurrents de WP Umbrella. Tous les hébergeurs ont leur outil de gestion. Et en fait, ils le font tous mal parce qu'ils abordent la problématique par l'angle de la préservation des ressources sur le serveur, grand 1, parce que c'est pas leur métier. En fait, leur métier, c'est d'héberger des sites, c'est pas... Et grand 2, on a des hébergeurs qui nous voient comme un concurrent. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, jamais j'hébergerai le site de quelqu'un. C'est trop de... Enfin, le backup, ça me... Alors que d'héberger, ça réglerait tous mes problèmes du backup. Globalement, quand l'hébergement est génial, on a des clients qui ont des sites chez Ostera. Moi, je vous invite à voir Pierre en entretien. Okay. Pierre Lannoy, qui est le mec qui m'a... Après Thomas, mon associé, qui est le gars qui m'a le plus appris de trucs sur WordPress. Okay. Et Pierre, c'est une bible. Et il n'y a pas longtemps, on a passé une demi-heure, il m'a tout expliqué, on a mis les mains dans le cambouis, c'était génial. En fait, quand les gars ont des serveurs bien dimensionnés avec les bonnes permissions, ça marche très très bien. Et quand les hébergeurs font nimp, c'est ça. Et à la fin, c'est hyper intéressant parce que dans le monde interconnecté dans lequel on vit, d'une certaine manière, c'est assez rassurant de se dire que, en fait, il y a un goulot d'étranglement. Et que le goulot d'étranglement, c'est juste la taille du tuyau qui fait passer la donnée et qu'on en revient à des considérations très, très tangibles, qui, moi, me parlent beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire du web, c'était ça. La vitesse à 512K, la DSL, on le voyait vraiment. Et nous, on a vu chez des développeurs juniors, en fait, qu'il manque cette première couche hyper basique, bas niveau, et que nous, en fait, on vit au quotidien. Et la vraie valeur ajoutée de ce qu'on fait, elle est hyper bas niveau, elle est hyper back-end. Voilà. Parce que c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus aussi cette vision cloud. Non, mais c'est ailleurs. Non, il y a quand même une réalité physique, c'est stocké à un endroit. Et donc, carrément. Et en fait, on ne peut pas faire Umbrella avec une IA. Dans le sens où nous, on utilise Cursor toute la journée, on fait des trucs de dingo. On peut faire un Umbrella qui marche sur 50 sites qu'on auto-héberge avec de l'IA. Il faudrait beaucoup de temps. Mais en fait, on est sur des problématiques tellement bas niveau à la fin que problématiques sur lesquelles, aujourd'hui en tout cas, Cursor et les LLM ne sont pas capables de faire ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'huile de coude et beaucoup d'ingénierie. Ouais, de R&D. Bas niveau, de R&D, on bosse avec un super DevOps. C'est très très bas niveau ce qu'on fait. Okay. De manière très surprenante en vrai. Mais, moi, si on m'avait dit, qu'un jour je comparerais la vitesse d'écriture de disque dur pour savoir ce que je pourrais faire passer sur je l'aurais pas cru, quoi. Et on en est là, on en est à comparer des vitesses d'écriture de disque dur, le ratio entre la vitesse et la capacité de stockage. Enfin, bref. C'est des sujets qu'on n'imagine pas à l'échelle de WP Umbrella. Quand tu en parles, tu dis ok, c'est cool, mais à ce point-là, non, c'est pas quelque chose que tu imagines, c'est clair. Ouais, c'est un truc de. En vrai, le backup, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a vraiment une volonté de pousser loin, mais du coup, donc tu disais là, il y a un DevOps. J'imagine que pour répondre à tous ces sujets, que ce soit sur le hardware, la R&D, etc., vous avez dû vous entourer. Obligatoirement. Vous êtes combien aujourd'hui chez WP Umbrella ? Aujourd'hui, on est entre 8 et 10 en fonction des job openings, des prestats avec lesquels on travaille. Par exemple, le DevOps, il n'est pas chez nous en interne. Il est en externe. Et voilà, mais en gros, on est entre 8 et 10 en fonction des job openings et de qui
et des vacances qui tournent. Ouais, ok. Et la répartition dev support? On a 2 personnes au support. Ok. Ah, ok, seulement. Ouais. Ok. Mais parce qu'on a construit, ça c'était un des retours de JB et Jonathan, quand le support augmente, faut pas embaucher des gens au support. Il faut régler le bug. Et donc en fait, on a fait le choix très souvent, plutôt que de sortir une nouvelle fonctionnalité, ce qui est un peu quand tu es un founder, tu as envie de sortir Ouais. un truc nouveau, tu as envie de... En fait, nous, on mange notre pain noir, on règle le bug et après on sort la nouvelle fonctionnalité. Et l'équipe support a comme tâche constamment de dire quand il y a un bug, est-ce que c'est un bug qui est isolé ou est-ce qu'on aurait pu régler le problème en améliorant l'interface? Ouais, ok. Parce qu'en fait, beaucoup de supports clients ou de bugs viennent d'incompréhension de l'outil qui sont des problèmes d'interface. Et du coup, on a cette culture de est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'on aurait dû avoir ce ticket ou pas? Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a une manière de plus jamais recevoir ce ticket? Et donc, en fait, on n'a que 2 personnes au support. On pourrait en avoir qu'une. En avoir une deuxième, ça permet d'avoir de la continuité d'activité quand ils prennent des vacances. Et puis, moi, je fais encore du support client. Thomas fait encore un peu de support client. Et on a une philosophie d'onboarding qui est que tout le monde passe par le support client. Ok. Donc, si jamais un jour il devait y avoir un bug, les gens du market, normalement, ça va à peu près faire du support. Ok. Ok, excellent. Ouais, c'est dans la Vraie volonté de. volonté, Ouais, le support, ok. c'est tout en vrai. C'est ce qui est le plus important. Ok. Et la croissance, justement, pour passer de vous deux à 8-10, elle s'est fait sur le temps. Ça a été une nécessité d'un coup. Grâce à Pôle emploi, on était encore au chômage et on était 6 dans l'entreprise. Ok. Donc en gros, on a quand même pris des risques. C'est-à-dire que Clairement. et il y a un moment où je l'ai documenté dans un article, je crois qu'il restait genre 6 000 balles sur le... Mais c'était prévu. Mais n'empêche que et on dit souvent que les entreprises, on brûle de l'argent, il faut que ce qui fait qu'elle marche ou qu'elle marche pas, c'est un peu comme un avion qu'on fait descendre en flèche et il faut réussir à remonter. Nous, on l'a bien fait. Et en gros, notre premier recrutement, ça a été au support. Ok. C'est Boris, que nos utilisateurs connaissent bien, qui est toujours chez nous, qui est arrivé et qui a un peu tout révolutionné en nous disant mais les gars, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Les demandes de features, faut pas les gérer au support, faut les gérer dans une roadmap publique. Enfin, il a vraiment, ça a été quelqu'un qui a eu un impact incroyable sur les valeurs et la croissance de l'entreprise. Et du coup, on construit notre culture d'entreprise autour de lui. Ok. C'est très très chouette. Après, on a recruté 2 devs qui sont plus avec nous aujourd'hui. Et après seulement, on a commencé à embaucher des gens au marketing. Ok. Mais pareil, c'est un peu dans l'ADN de WP que nous ont transmis les fondateurs de WP Rocket. Un bon produit, il n'a pas besoin de marketing. Suffit Et notre presque principal à canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille en fait. Ouais, ok. Point final. Ok. Ça représente quoi pour toi d'être cofondateur de WP Umbrella? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que tu te voyais là un jour? Comment tu te positionnes toi dans la boîte? Comment tu vis tout ça? Je le vis bien parce que c'est mon choix. D'abord et avant tout, je le vis bien parce que j'ai un associé qui est top, des business angels qui sont top et des collaborateurs qui sont hyper chouettes. Ok. Je le vis bien parce que quand il y a quelqu'un de pas chouette, je peux aussi faire partir la personne. Et j'ai pas de mal c'est aussi ce qui fait que ça marche bien, parce qu'on est une boîte en full remote avec des horaires flexibles. C'est un peu la foire à la saucisse chez nous. Mais du coup, ça demande énormément d'ownership, de ne pas se cacher, d'accepter de faire des erreurs, d'avancer. Et on a une culture de boîte qui est très singulière. Donc je le vis super bien, parce que c'est un peu ce que moi j'aurais toujours aimé avoir en tant que salarié, avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que je suis pas un entrepreneur viscéral. Mon associé est un entrepreneur viscéral, des gens qui supportent pas d'être en salariat. Moi, je crois que le salariat, c'était très bien. J'aimais bien avoir des collègues. J'aimais bien pas être chef. Mais ça me va bien aussi. Et puis c'est quand même gratifiant de se dire qu'on a fait avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est né en France, on n'est pas dans un pays en guerre. Enfin voilà, faut pas
Moi, je trouve que souvent les entrepreneurs en font des caisses en disant ouais, mais ma réussite, ce que j'ai fait, j'en parlais avec une amie à midi. On a beaucoup, 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 beaucoup travaillé, mais ça n'a jamais été une souffrance ou un sacrifice. C'était cool. On kiffe ce qu'on fait et il y a quand même une fierté d'avoir ce chiffre un peu symbolique du million d'euros d'abonnement. C'est un peu dingo. Carrément, ouais. Et c'est marrant parce que en ce moment, un des premiers trucs que je regarde le matin, c'est le taux de change entre l'euro et le dollar. Ok. Et si on m'avait dit que parce qu'on a des abonnements en dollars et que nos comptes sont en euros, et donc du coup, quand le dollar se casse la gueule, bah, on perd de l'argent. Enfin, en tout cas, on en gagne moins. Ce qui pose des questions sur des price gaps entre l'euro et le dollar. Et si on m'avait dit qu'un jour dans ma vie, je regarderais le taux de change entre l'euro et le dollar pour prendre mes décisions, donc ça veut dire qu'on a quand même dû réussir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ouais, là encore, tu es sur des décisions très poussées, très avancées, un peu comme la vitesse d'écriture sur le disque. Ouais, t'en es rendu à des détails. Ouais, c'est cool. Parce que j'apprends plein de choses. Tout à fait. Est-ce que tu as un peu des journées ou des semaines types, ou est-ce que tu te lèves le matin et on voit ce qui tombe? Il y a des trucs types dans ma semaine, et après, c'est quand même un joli bordel. On a un weekly le lundi avec tout le monde. Ok. Qui est un peu le moment où on partage toutes les avancées sur l'application, les trucs en cours, parce qu'on co-construit quand même beaucoup l'application à deux avec Thomas. Et puis chacun fait un peu état de ses sujets, comme ça il n'y a pas de silo. Et ça c'est hyper important, pas de silo, pas de politique. On a un monthly où on partage tous les chiffres avec l'équipe, donc revenus, dépenses, qui a bien fait, enfin, les points positifs, les choses à améliorer. C'est assez chouette parce que du coup les gens ont accès au business. Il y a pas on a une grille de salaire transparente. Enfin, moi c'est un truc qui me saoulait en salariat, un peu le côté tabou. Tu as des vieux qui foutent rien et qui gagnent 10 fois plus que toi. Bah pas chez moi. Si t'es jeune et que t'es bon, bah t'es payé très bien. Et puis si t'es bon, t'es payé très bien aussi. Enfin, tu vois, il y a pas de. Puis si t'es, enfin bref, tout est transparent, donc ça c'est assez chouette. Puis ça permet qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Petit message à tous les DRH à tous les DRH. Et mince, pourquoi j'en suis venu là? Donc ça, c'est les occurrences qui sont un peu sûres dans ma semaine, avec du yoga. Pour décompresser. Pour le soir. Et sinon, c'est un peu un joli bordel parce que j'ai toujours plein de choses de prévues, mais à la fin, je reste quand même un peu un goulot d'étranglement, notamment sur le produit. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'avais prévu plein de choses, mais en fait, ce matin, on sort un nouveau truc et il faut que je revoie certains wordings, que je valide le plan de mise en production. J'ai des one-one un peu avec tout le monde. En fait, quand quelqu'un a une question et qu'il ne sait pas qui l'a posée, ça finit chez moi. Et bah, du coup, je passe mes semaines. Moi, je suis au service des autres, en fait. C'est un peu marrant parce que je suis le fondateur, mais mon boulot, c'est être au service de tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ça va des tâches stratégiques. Et puis des fois, bah, quand ton start-up retraite, il n'y a plus de PQ. C'est moi qui vais acheter le PQ. Et je pense que c'est ça un fondateur. En fait, alors un jour, on aura quelqu'un pour gérer les startups retraite à notre place. Mais mon propos, c'est qu'en fait, quand il y a une tâche à faire et que soit la personne ne peut pas décider, soit elle ne peut pas la faire, bah, ça finit chez moi. Et moi, j'ai un enjeu de faire en sorte que mes équipes puissent décider le plus possible et qu'elles aient de moins en moins l'enjeu de me solliciter. Elles le font très bien, d'ailleurs, on grossit bien. Mais voilà, du coup, je ne peux pas vraiment avoir une semaine type. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis là sur le fait que tu es au service des autres. Souvent, même ce que tu disais que tu aimais bien le salariat, souvent il y a plein de gens qui vont se dire oui, mais le passage entrepreneur, c'est la liberté. Mais en fait, t'es pas non plus seul, tu as des clients, tu as des responsabilités. Et en fait, c'est juste que oui, tu n'as pas une direction qui te dit exactement quoi faire. Mais si tu veux vivre, tu es aussi obligé d'écouter les clients et de leur répondre et de travailler avec eux pour aller plus loin, quoi. Donc, tu as toujours cette espèce-là de... Oui, c'est pas la liberté absolue, sans contrainte, comme on peut l'imaginer, qui est vendue parfois par des gourous. Ouais, et puis la liberté absolue, comment dire, les projets, ils sont beaux parce qu'ils sont partagés. Parce que si je veux de la liberté absolue, je vais en Sibérie, dans une grotte, et puis je chasse des chèvres, et puis voilà, c'est pas... moi, la liberté, je la vois comme un cadre, et pour moi, la liberté, c'est la possibilité de prendre les décisions qui me plaisent, en fait. Et d'écouter mes utilisateurs. Je pourrais ne pas écouter mes utilisateurs, mais je trouverais ça hyper pauvre. Et du coup, je suis au service des autres, mais aussi parce que ça me plaît et que c'est ma forme de leadership, si on peut parler de leadership. Et voilà. Et
pour moi, être libre, c'est pouvoir prendre ses propres décisions. Et donc, par exemple, si je décide, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une intuition, je me suis dit, on va sortir un programme contributeur. Mm. Euh, j'ai tout envoyé bouler la roadmap du marketing et les gens sont repartis sur le programme contributeur. Et pour moi, ça, c'est une liberté. C'est-à-dire, les gars, je pense que ça, faut le faire. Donc, on essaye et on le fait. Et si ça, faut pas le faire, ben, j'ai aucun problème à dire de pas le faire. Et du coup, j'ai développé une allergie à la prise de non-décision. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un dans mon équipe, pourquoi on n'a pas pris la décision ? Est-ce qu'on n'a pas pris la décision parce qu'on attendait des nouveaux éléments qui permettaient de prendre la bonne décision ? Ou est-ce qu'on n'a pas pris la décision parce qu'on n'a pas eu le courage de prendre la décision ? Parce que si c'est ça, il y a un vrai problème. Ouais. Et ça va une fois, et je te le dis, mais il n'y aura pas deux fois. Parce qu'en fait, les gens qui ne prennent pas de décision, ils ne sont pas faits pour bosser dans des startups. C'est bien quand tu bosses dans une grosse boîte et que tu te caches. Et il faut pas, enfin il en faut. Sure. En tout cas, dans une boîte de 10 personnes, il faut que les décisions, elles avancent. Et que des fois, les gens... Enfin, que la décision me remonte, c'est souvent normal, parce que des fois, c'est impact... Enfin, voilà. Mais pour moi, la liberté, c'est ça, c'est de pouvoir prendre tes propres décisions. Ouais. C'est sûr, à votre échelle, il faut que tout le monde soit un peu moteur à son échelle et dans son spectre d'action. Mais ouais, tu peux pas te permettre d'attendre uniquement et de... Et dans toutes les boîtes, en fait. Enfin, tu vois, moi, je pense que dès que les gens... dès que tu prives les gens... Il y a un livre qui est super bien qui s'appelle Drive, que j'invite les gens à lire. En fait, quand tu prives les gens de ça, de la prise de décision, de la capacité de s'épanouir, de jouer, en fait. Enfin, parce que l'entrepreneuriat, c'est une espèce de jeu vidéo, hein. Ça devient hyper avilissant. Ouais. Et c'est pas intéressant, quoi. C'est pas la vision que tu as pour WP Umbrella, en tout cas. Ouais, et puis ni pour les gens qui travaillent avec moi. Enfin, je serais hyper triste que quelqu'un me dise putain, je me fais chier au boulot, quoi. Ouais, carrément. Elle est trop courte, la vie, pour se faire chier au boulot. On est bien Ouais, c'est d'accord. clair. Je reviens justement parce que tu en as parlé sur le programme contributeur. Elle est née de quoi, cette idée ? Elle vient d'où ? Deux choses. C'est que la première, elle est technique, c'est qu'après 3 ans, on a enfin ce qui s'appelle un feature flag. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir des fonctionnalités en amont à certains utilisateurs. D'accord. Parce que pendant 3 ans, on a fait des mises en prod comme des bourrins le vendredi soir, en faisant du debug en live, ce qui était hyper fatigant émotionnellement. Et l'autre truc, c'est que nos utilisateurs sont vraiment géniaux et que nous, on n'est pas une agence. Ouais. Et du coup, moi, je passe mon temps à parler avec des gens au support, en call, sur LinkedIn, avec des agences web. Et les agences web ont un peu toutes les mêmes problématiques, pardon. Et c'est souvent la même solution. Et en fait, les gens se sont pris au jeu et on a un groupe ils sont pas tous dans notre corps contributeur programme, mais on a un groupe d'une 150 utilisateurs qui nous font des feedbacks de manière hebdomadaire, mensuelle. On a une roadmap publique qui a des milliers de votes. C'est dingo en vrai. Je pense que notre roadmap publique est plus animée que celle de boîtes qui sont 100 ou 200 fois plus grosses que nous. Et du coup, je me dis, merde, attends, on a ces gens qui bossent quasiment pour nous. Faut qu'on les mette en avant. Et en fait, quand on a sorti ce truc, les gens on a contacté une 40aine d'utilisateurs, ceux qui nous avaient fait le plus de retours. Et en fait, ils ont tous dit oui. Et du coup, là, ils sont en train de faire des case studies en expliquant pourquoi ils utilisent Umbrella. Et nous, l'idée, c'est de mettre en avant ces gens. Tu vois, dans notre newsletter, on va sortir une petite section découvrez l'histoire d'eux. Et le prochain, ce sera, je crois que c'est un Français en plus, qui un peu son parcours, un peu ce qu'on est en train de faire ici, mais dans un format papier, parce que maintenant, on commence à être connu. Et l'idée, c'est d'apporter de la crédibilité à nos utilisateurs. Et on va même aller jusqu'à leur permettre de rejoindre WP Umbrella sur LinkedIn en tant que contributeur. Tu vois, il y a les gens qui se mettent contributeurs WordPress. Nous, on aura nos contributeurs WP, on va avoir des contributeurs WP Umbrella. On va leur permettre de devenir contributeurs sur notre page de plugin. Parce qu'en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et c'est une petite manière de
De rendre. Ouais, de rendre, et puis c'est sympa, tu vois. Enfin, ce que je disais, on a des utilisateurs qui sont hyper sympas, donc Ouais. Et ça rentre dans ce que tu disais sur le partage. Et même cette idée-là, elle est quand même très liée à la nature de WordPress, qui est très open source, qui est très core contributor. Communautaire, ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que si tu avais développé un autre plugin qui aurait eu cette valeur-là, mais qui n'était pas dans l'écosystème WordPress, ce genre d'idée aurait pu te venir en tête de vraiment contribution d'open sourcing? Ou est-ce que tu penses que indirectement, le côté partage et des gens que tu as pu rencontrer dans cet univers-là, tu as aussi ouvert cette possibilité-là? alors j'aurais certainement eu l'idée, Ouais, mais elle aurait forcément moins marché, ok, ouais. parce qu'il y a un truc qui est quand même très caractéristique, pardon, des utilisateurs WordPress, c'est le côté do it yourself, qui va avec le core contributing, et du coup c'est gagnant-gagnant, tu vois. On a des gens qui adorent bidouiller, qui adorent donner leur avis. Des fois, moi, j'aime pas trop que les gens me donnent leur avis en général, tu vois. Je déteste parler de politique. Pourtant, j'ai fait des affaires publiques, mais je déteste parler de politique. Enfin, vraiment. Mais dans l'open source, c'est sympa parce qu'il y a ce débat et que les gens, en fait, ils sont pas juste là pour débattre, ils contribuent. Et ils apportent de la valeur et ils apportent du temps. Et moi, quand on fait des WordCamp, je suis toujours, et on peut pas le faire parce qu'on est trop petit, mais les volontaires, ceux qui prennent dans l'équipe au début, quand il y a eu le WordCamp Lyon, j'étais dans les premiers groupes Slack en disant que j'allais être volontaire. En fait, quand j'ai vu l'investissement temporel que ça demandait, Ouais. non, je peux pas. Enfin, Ouais, il y a une réalité. ouais, c'est pas possible. Et je suis toujours hyper reconnaissant envers les gens qui font ça, quoi. C'est fabuleux. Parce qu'en fait, les WordCamp, moi, c'est mes moments vraiment sympas de l'année. C'est que les gens viennent au stand, ils nous remercient pour l'outil, on les rencontre, on parle technique, les gens sont passionnés, donc passionnants. Donc non, c'est une super chance d'évoluer dans un écosystème open source. Point final, tu vois. Et après, il y a de la drama, il y a des Oui, bien sujets de sûr. gouvernance, mais il y a de la drama parce que justement, c'est ouvert, que c'est open source et c'est génial. Et si tu regardes un peu WordPress, Linux, Wikipédia, enfin les trucs qui comptent, ils sont open source. Et du coup, tu disais que la première rencontre vraiment avec l'univers WordPress, c'était le WordCamp Porto, c'est ça? 2022. 2022? 2022. Et du coup, depuis, ça a été un peu déclic à te dire, ouais, non, en fait, c'est vraiment cool, je veux y être à chaque fois et voir comment les autres WordCamp Europe, les WordCamp France, être présents régulièrement. Ça a vraiment fait déclic. Ouais, c'est important enfin, tu vois, les WordCamp France, c'est normal de les soutenir. La France, c'est un gros marché pour nous. On connaît tous les organisateurs. Souvent, ils parlent de nous. Donc, en gros, on sponsorise tous les WordCamp français. Le WordCamp Europe, il est plus intéressé parce enfin, on fait beaucoup de business dans les WordCamp, on fait beaucoup de partenariats. Donc, on sponsorise le WordCamp Europe. Et là, c'est plus à des fins de business que vraiment du give back. D'ailleurs, c'est un vrai événement business. Enfin, il gère un budget qui est colossal. Ouais. On est sur un truc vraiment, vraiment pro. Moi, souvent, je vais parler. Enfin, souvent, quand on m'invite, je vais faire des talks dans les WordCamp. Donc là, j'étais au dernier WordCamp en Pologne pour faire un talk sur comment onboarder ses clients. Et j'essaye de sponsoriser les WordCamp dans lesquels on a des gros marchés. Donc, par exemple, on sponsorise le WordCamp Pays-Bas. Ok. Parce que les Pays-Bas est un pays qui est hyper important pour nous, de manière tout à fait what the fuck. Mais pareil, ils sont adorables, ils ont un côté do it yourself, enfin, c'est assez chouette. Et le problème du WordCamp, en fait, c'est le coût humain, parce que sans parler d'être volontaire, mais juste de prendre 72 heures, de changer de pays, de faire le déplacement, en plus en avion ça pollue, c'est épuisant. Et puis le fait que moi, sur un WordCamp, je parle d'ailleurs, je vous mets des tunnels depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est exercice. Mais sur un WordCamp, je parle non-stop avec des gens de 8h à 23h. Et en fait, ça me bute. J'ai plus l'habitude d'avoir autant d'interactions sociales avec des gens toute la journée. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, tu as des clients partout dans le monde aujourd'hui. Tu as même des équipes partout dans le monde aussi. Et maintenant que tu as pu vraiment être dans cette communauté, avoir des retours, comme tu disais, Pays-Bas, Pologne, tu vois toi des différences un peu d'utilisation, de comportement ou relationnel qui peut être propre à certains pays, voire même si je vais un peu plus loin, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais des WordCamp aux US,
C'est vrai que souvent, on a un peu, nous on n'en a jamais fait par exemple, mais on a cette image US très business, tu vois, on est là pour faire des affaires, mais dans les faits, on reste quand même dans l'environnement WordPress, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours sur cette partie-là. Ouais, il y a quand même des caricatures. Et puis je le dis d'autant plus qu'en faisant des affaires européennes, j'ai été exposé aux caricatures à Bruxelles pendant longtemps. Il y a des caricatures qui sont vraies, tu vois, les Allemands et les Suisses par exemple. Le RGPD chez eux, c'est très très important, Ok. plus que chez tout le monde. Ok. Point final. Au support, en pre-sales, le client allemand, une fois sur trois, il te demande ton Data Processing Agreement, qui est un document que tu dois fournir, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Mais donc, les Suisses, c'est pareil. Les Suisses, ils ont des questions RGPD hyper pointues. Les Indiens, par exemple, ils sont dans une autre logique. L'agence indienne, elle ne paye pas directement. Souvent, c'est le client de l'agence qui paye. Ok. Donc, il demande à son client s'il peut prendre WP Umbrella. Ok. Ok. Et je pense qu'il fait ça avec un peu tous ses plugins. Et donc, du coup, on a pas mal de clients indiens qui ont très peu de sites. Ok. D'accord, ouais. Mais qui sont des agences. Et c'est très intéressant. Et puis, pour ce qui est du business, c'est vrai que le WordCamp US, il est plus orienté business, point final. Mais parce que les Américains, et moi j'étais à Portland l'année dernière pour le WordCamp US, et vraiment je rentrais dans l'ascenseur et je disais hey, tu fais quoi? Oh, t'as une agence? Oh, je fais un tool pour les agences. Ah bah super, montre-moi ton produit. Bon bah c'est top. Je mets ma carte bleue quand je reviens la semaine prochaine. Ok. Ouais, d'accord, ouais. Et parce que c'est pas gênant de faire ça en fait. Ouais. Là où en France, c'est plus dur de se dire que tu peux avoir ce genre de conversation. Ouais, en France, c'est un peu plus chaud parce Ouais. que t'as pas envie d'être pushy, que Ouais, les c'est gens, ça. alors qu'aux États-Unis, c'est normal, et les gens, tu les emmerdes pas, et puis si tu les emmerdes, ils te le disent. Ok, Tu vois, ouais, le gars, donc le gars te dit, bah non, moi je suis pas intéressé, j'ai déjà mon truc, ah ok, désolé. Ouais. Et tu fais du chit-chat pendant la fin du trajet en ascenseur, mais j'ai vraiment vendu Ouais, Umbrella au d'accord, WordCamp ok. US. On était au. C'était pas un Marriott, c'était un. L'hôtel officiel du WordCamp était un Hyatt. Ok. Donc c'est un joli hôtel. Je crois que j'étais au 11e étage et j'ai vraiment booké une démo entre le 11e et le premier étage en disant gars mais tu fais quoi? Mais c'est génial, mais t'as 250 sites, mais waouh, mais faut que je te montre mon truc, ça va te changer la vie. Blablabla. Et le gars maintenant est client. Ok. Excellent. Et ça s'est passé dans l'ascenseur, mais parce que voilà. Je dis pas que ça pourrait pas être possible en France. Mm. Et il y a plein d'autres choses qui vont pas du tout aux États-Unis. Ouais, bien Parce que le sûr. business Oui. c'est cool, mais tu marches dans la rue, il y a des zombies. D'ailleurs, tu peux pas marcher dans les rues, dans les villes américaines. Enfin, C'est fait pour la voiture. ouais, c'est vraiment. Ouais. En tout cas, c'est pas fait pour les piétons. Et puis il y a un milliard de trucs qui vont pas, mais en tout cas, pour faire du business, c'est assez dingo. Et les États-Unis, nous, c'est notre plus gros marché. Ouais, Ok. d'accord. Parce que du coup, c'est quand même marrant. Aujourd'hui, il y a plein de plugins qui peuvent naître en France qui ont aussi pour objectif de viser le marché français. Toi, dès le début, même sur ton ancien plugin, tu as eu cette vision internationale. Tu penses que c'est aussi parce que ton expérience au Parlement européen, où tu as eu l'habitude de côtoyer toute cette partie-là, ou d'où c'est venu cette vision internationale directement en fait? ouverture, ouais. Souvent, on se dit, ah, c'est parce que ça marche bien en France, vas-y, j'essaye ailleurs. Alors que vous, ça était direct? Moi, je comprends. Enfin, moi, je te retourne la question. Ok, C'est pourquoi tu veux avoir un marché français quand tu peux avoir le monde. ok. C'est vrai que souvent, on peut dire que c'est la Et facilité, on parle la même langue, on a les mêmes valeurs. ouais, mais tu Et tu dis, choisis pas. si ton produit est bon, pour toi, tu dis, il peut me péter partout. En fait, tu as répondu. C'est que les Ouais, gens qui font ça, ils cherchent la facilité. Et dans des cadres, tu vois, par exemple, je pense aux mecs de Legal Start Ouais. ou de PayFit. Le cadre juridique étant quelque chose d'extrêmement compliqué, comme c'est des boîtes qui font des legal tech, bah, c'est normal de commencer en France. Mais pour une boîte comme nous, commencer en France, ça aurait juste été un manque d'ambition. Ouais, Enfin, tu vois, il n'y a aucune raison de ouais. commencer en France, en fait. Mm. Et la France, c'est notre deuxième, troisième, c'est toujours à cheval avec l'Allemagne. Ok. D'accord. Et le Royaume-Uni, en fait, on a un 2, 3, 4 qui sont France-Allemagne au Royaume-Uni, puis ça change un peu tout le temps. Ok. Et je pense qu'on a une grosse présence en France parce qu'on est français. Oui, parce Et que je remercie l'ADN, nos utilisateurs français ouais, de bien soutenir sûr. la solution française. Ouais. C'est trop cool. Et puis du coup, nous, on paye nos impôts en France. Enfin, c'est très. Mais ça aurait été un manque d'ambition de se dire viens, on commence en France et si ça marche, On verra après. on verra après. Ouais, Ok. ok. Et nous, la version native de notre site, elle est en anglais, elle n'est pas en français. Mm. Français, D'accord. c'est une traduction faite par les copains de Wiglot Ok. qui sont à 2 pas, qui est un produit que je recommande chaleureusement, qui sont à 2 pas D'ici, d'ici d'ailleurs. Ok. Et en parlant vision,
et ambition, comme tu disais, c'est quand même un terme important. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois, et vous, avec Thomas, si, comme tu disais, à chaque débrief de chaque année, il est toujours motivé, hein, parce que c'est important de communiquer, ce serait quoi un peu le rêve idéal pour WP Umbrella et pour toi aussi, à titre perso? C'est vraiment de créer, parce que c'est pas tellement de devenir, devenir ce sera une conséquence, mais c'est de créer l'outil ultime euh, pour les gens qui font de la maintenance web et qui génèrent de l'argent avec la maintenance web. Et aujourd'hui, on est dans comment on appelle ça, un outil de gestion de plein de sites WordPress. Donc en gros, tu as 10 sites WordPress, tu as un outil qui s'appelle WP Umbrella qui te facilite ta gestion. Demain, on va avoir une plateforme qui va te permettre de gérer tout ton business de maintenance. Ok. Et en gros, on a attaqué par le plus technique. Et après, là, on a une roadmap qui est très claire. Et ça sera vraiment tu fais de la maintenance WordPress, en fait, tu es chez Umbrella. Ok. Et si tu n'es pas chez Umbrella, c'est parce que tu veux héberger les choses toi-même pour une raison qui est très particulière. Ou alors, tu as un syndrome de l'imposteur et tu n'es pas capable de justifier de la vente de tes forfaits de maintenance. Mais en gros, nous, on est en train de transformer Umbrella en un outil qu'on a développé un peu à deux dans notre chambre, entre guillemets, vers un bulldozer pour les gens qui font de la maintenance, en fait, avec tout ce qu'il faut. Et là, moi, je suis en train de... Parce que pendant 3 ans, on a rattrapé le retard avec les concurrents. Et là, on va enfin pouvoir sortir des trucs, comme on a tout. D'accord, ok. On va enfin pouvoir sortir des trucs qui moi, sur lesquels j'ai des intuitions en tant que CPO, enfin, de responsable de produit. Et puis, en fait, pour faire du business, pour permettre à nos clients de faire du business, en fait. Pas juste de faire des mises à jour. En fait, faire des mises à jour, c'est le b.a.-ba. C'est là, ça marche. On a une feature de Safe Update qui empêche de casser les sites avec des backups, des screenshots. Enfin, c'est génial. Mais le futur, c'est comment on fait pour que nos clients maximisent leurs revenus, maximisent leur temps avec la maintenance et d'être vraiment cette plateforme à 360 qui fait qu'en fait, tu parles de maintenance web, mais en vrai, l'outil, il est chez nous, le revenu, il est chez nous, le contenu, il est chez nous. Et si tu n'es pas chez nous, c'est que tu ne fais pas bien ton travail. Et en fait, on a commencé à le créer et c'est génial. Le marketing, c'est génial pour ça, mais en gros, aujourd'hui, les gens qui n'utilisent pas WP Umbrella, quand ils sont pris dans des threads où on leur demande quels outils ils utilisent, ils s'excusent de ne pas utiliser Umbrella. Ils ont presque honte d'être encore chez Manage WP ou chez... Et donc, on a commencé, on a tout ce qu'il faut, et là, on est en train de... Et d'ailleurs, on est en train de faire un peu un rebranding, mais on est en train de passer à l'étape d'après. Et la vision, c'est ça, en fait, c'est de passer de la boîte de... On ne sera pas forcément beaucoup plus nombreux parce qu'avec l'IA, il n'y a plus besoin de faire une boîte où tu es 60. Enfin, pour moi, ça serait une énorme connerie. Il faut les bonnes personnes, bien les payer et leur donner le bon ownership avec les bons outils, mais d'être le no-brainer de la maintenance, en fait. Ok. Ouais, passer de la vision de, entre guillemets, simple outil à vraiment partenaire référent de toute la maintenance. Ouais, et puis du coup, avec la plateforme, avec l'outil le plus fiable, mais aussi avec tout ce qui va autour, en fait. Et c'est marrant parce que là, il y a des gens qui s'étaient positionnés comme des agences de maintenance. Et en fait, si on y pense, personne ne veut une agence de maintenance. Ce que les gens veulent, c'est des sites qui marchent. Exactement. Et nous, on va être la plateforme qui va faire tout le travail de l'ombre pour ces gens-là. Voilà. Et est-ce que tu penses que maintenant que toi, tu as été en relation aussi avec tout un pan, aussi bien des annonceurs que des agences, que cet aspect du business-là de la maintenance sur le long terme, c'est un truc qui est sous-exploité, qui est mal vendu, qui est mal communiqué avec les clients? Ouais, dans 100% des cas. Ouais, d'accord. Pas dans 100% des cas, parce qu'il y a des agences qui le font très bien, mais la plupart des agences expliquent et vendent mal la maintenance. Ok. Quand on achète une voiture, on sait qu'on doit l'amener au garage. Et encore, une voiture, le contexte de la voiture, il évolue pas trop. C'est-à-dire que les routes, on les refait, mais elles ne changent pas. Il n'y a pas des nouveaux revêtements qui justifieraient des nouveaux pneus. Un site web, les dispositifs sur lesquels on les consulte changent. Les écrans font plus la même taille, les écrans sont plus pareils. Demain, on consommera peut-être que des sites web via des LLM. Je sais pas. Enfin, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on consomme l'information sur Internet évolue très vite. Donc les sites doivent évoluer. Point. Ça s'arrête là. Et les agences n'ont pas réussi, pas toutes en tout cas, à expliquer ça à leurs clients. Et donc il y a un vrai travail à faire au moment de l'onboarding
dans le discours, parce que ça permet aussi de développer de la confiance. La Et je pense qu'il y a transparence, beaucoup d'agences et de gérants d'agences ou de freelance qui ont le syndrome de l'imposteur et qui ont du mal à dire aux gens, parce qu'en fait, quand on sait faire du web, quand on sait faire du WordPress, mettre à jour un site avec un truc comme WP Umbrella, c'est hyper facile. On y va, on appuie sur un bouton, s'il y a un bug, ça rollback. Mais en fait, le gars qui a besoin du site, son métier, c'est pas ça. Et en fait, juste d'aller sur Umbrella, d'appuyer sur des boutons, ça a un coût pour lui. Et puis de toute façon, la maintenance, c'est pas ça, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, pour les choses compliquées. Et les agences ont du mal à percevoir la valeur qu'elles délivrent vraiment à leurs clients. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé renouveler un nom de domaine sur OVH. C'était l'enfer. Alors que je fais un SaaS qui est quand même très proche de l'hébergement web, donc je sais comment ça marche, je sais où sont les boutons, je comprends pourquoi il l'a mis là, mais pense au gars à qui tu as fait un site qui a un restaurant. Donc c'est pas le métier. Lui il va perdre 1 heure pour aller sur OVH, pour essayer de renouveler son domaine. Il va se sentir fou, il va se sentir bête. Toi, ça te prend 5 minutes. Du coup, pourquoi tu gères pas l'hébergement pour ton client ? Et pourquoi, dès le début, tu lui as pas dit que tu lui enlèverais tous ses problèmes, plutôt que de lui avoir dit « Moi, je préfère vous laisser l'hébergement, comme ça, si jamais entre nous, ça se passe mal, bah, ça sera plus facile de partir. » En fait, c'est débile. Gère l'hébergement, prends une petite com dessus, et puis si jamais ton client veut partir, accompagne-le pour qu'il puisse partir dans des bonnes conditions. Point. Et là, du coup, tu as maximisé toi ton impact, tu as réduit ses problèmes. Et c'est un exemple qui est tout con sur l'hébergement. Et je comprends que des clients veulent pour le coup avoir la main sur l'hébergement, mais même ça, tu vois, ça se discute. Pourquoi vous voulez avoir la main sur l'hébergement ? Et souvent, la réponse, c'est parce que si ça se passe mal, je veux rester souverain. Ok, on va mettre en place un processus pour que ça se passe bien si jamais ça devait se passer mal. Et comme ça, moi, je vais gérer ce problème pour vous. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où les agences ne perçoivent pas à quel point, parce que pour elles, ça leur semble facile, ce qu'elles font a de la valeur pour leur client final. Tu vois, moi, par exemple, j'ai essayé il n'y a pas longtemps de faire le dépôt des comptes WP Umbrella moi-même avec ChatGPT. J'ai un master en droit des affaires. Je me suis fait retoquer le truc 3 fois, ça m'a rendu fou. Je suis passé par une avocate. Ouais, d'accord. J'aurais pu le faire tout seul, j'aurais pu m'énerver. Mais en fait, ma valeur, elle n'est pas là. Et pour l'avocate, alors elle m'a pris 400 balles pour littéralement, je pense, changer une virgule sur un truc que j'avais écrit et l'envoyer dans le bon canal. Ça va lui prendre 30 secondes. Mais elle n'a pas eu de mal à me facturer 400 € pour un truc parce que la valeur, elle était là par rapport à moi. Et en fait, les agences, souvent, pensent à... non, mais c'est facile à faire. En fait, c'est facile pour eux, c'est pas facile pour leurs clients. Et là, maintenant, c'est un truc, ça doit arriver tout de suite au moment de la création du devis du site. Moi, je vais pas juste vous faire un site. Je vais vous faire un site et je vais vous accompagner. Et c'est ça la maintenance en fait. C'est un accompagnement qui va de la création au moment où le client il se barre, soit parce qu'il a fait faillite, soit parce que vous avez brisé la chaîne de confiance, parce que vous n'avez pas communiqué de manière assez transparente avec lui. Et tu vois, il y a plein d'agences qui n'ont pas de rapport client tous les mois sur la maintenance. Ok, les clients les lisent pas. Souvent, c'est vrai, les clients lisent pas les rapports de maintenance. Mais en fait, quelqu'un qui t'envoie un petit message tous les mois pour te dire coucou, j'ai fait tout ça et j'ai pensé à toi. Si tu as des problèmes, on en parle. C'est mieux que le gars qui dit jamais rien en fait. Complètement. C'est une vision qui nous parle beaucoup, ce truc d'accompagnement et comme tu disais, surtout à l'ère de l'IA où aujourd'hui tout l'aspect technique, la valeur ajoutée, elle est plus forcément là, mais vraiment sur l'accompagnement long terme et de penser dès le début du projet à ok, comment est-ce qu'on s'accompagne sur le long terme ? On n'est pas là pour faire de la presta jetable. Comment est-ce qu'on pense ça ? C'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'agences, peu même de freelance qui avaient cette vision-là. Donc c'est très très cool au sein d'un outil / plateforme comme WP Umbrella qui ait cette vision dès le départ parce que du coup on sait qu'en termes d'accompagnement c'est réfléchi derrière quoi. Et ce qui compte derrière, c'est aussi la valeur ajoutée que tu es capable de proposer. Avec l'ère des IA, la production n'a jamais été aussi facile. Je sais que du coup, moi, comme je te disais, je fais beaucoup de SEO. Il y a tout un sujet, notamment sur la partie création de contenu, où tu dis, bah oui, aujourd'hui, avec les IA génératives, on peut créer beaucoup plus facilement. Par contre, moi, c'est ce que j'essaye de dire à des clients ou quand là, on forme des jeunes étudiants, donc on leur explique ça, c'est que si je trouve la même réponse que tu m'apportes sur ChatGPT, ça veut dire que tu as mal fait ton travail à un moment sur la recherche et sur la valeur que tu as à m'apporter. Je veux ce petit truc en plus qui me dit putain, je l'aurais pas trouvé ailleurs qu'avec toi ou que chez toi, c'était un client. Et ce petit truc-là, ça fait qu'on aura toujours
du travail. En tout cas, on sera juste vachement aidé, on aura des super outils au quotidien, mais il faut qu'on essaye de garder cette notion de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on peut Ouais, apporter en plus, quoi. c'est ça, quelle valeur vous apportez à vos clients, en fait, point. Quelle est la valeur de la maintenance? Clairement. Parce que le but, c'est pas tant de mettre des plugins à jour, le but, c'est que le site il reste performant, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, et c'est pour ça qu'on met des plugins à jour. C'est pas de la maintenance, enfin, c'est pas une fin en soi, la maintenance. Non, clairement. Écoute, sur ces très beaux mots, on va pouvoir conclure avec quelques dernières petites questions. Déjà, c'était comment le GR20 en Corse? C'était la deuxième fois. Ok. Je l'ai fait en moins de temps que la première fois, Ok. mais c'était quand même dur. Ouais. L'intégralité? Non, je fais que le nord. D'accord. Ok. J'ai fait l'année dernière, j'avais fait le nord en 3 jours, et là j'ai fait le nord en 6 jours en me disant que ce serait plus facile. Ok. Alors soit j'ai vraiment vieilli en 12 mois, soit j'ai juste oublié à quel point c'était abject l'année dernière. Mais là c'était quand même dur, et ça reste un trek qui est magnifique, Ok. et qui est très alpin, qui est très aérien. C'est vraiment très très chouette. Je Bivouac? recommande. Ouais, Ok. Sur 100% du trajet? ouais. Ok. Très très cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail ou entrer en contact avec toi? LinkedIn, ça marche bien. Ok. Aurelio Vol. Et puis sinon, aurelio@wp-umbrella.com. Très bien. On mettra tout ça pas en commentaire, en description. Merci. Une reco perso, un podcast, un outil hors Une WP vidéo Umbrella. ou un film, tout ce que tu veux. Il y a un livre que j'aime bien qui est The One Thing, Ok. qui est une ode à la priorisation. Et pour prioriser, il faut abandonner des trucs. Ouais. Voilà, pour spoiler un peu le contenu du livre qui est très cool. Et un podcast, moi j'aime bien Génération Do It Yourself, Ouais. Ok. parce qu'il invite des gens qui sont hyper inspirants. Il y avait l'ancien PDG de Danone, je crois, il y a 2 semaines. Moi j'ai pris une énorme claque. Ok. Voilà, et j'aime bien l'altérité, et du coup écouter des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ouais. Ok. Ça permet de prendre, notamment quand on est fondateur, qu'on a la tête dans le guidon, Exactement. d'écouter des gars qui ont monté des business ou qui ont fait des trucs sportifs qui n'ont rien à voir avec toi. C'est hyper inspirant. Prendre un peu de recul. Ouais, c'est ça. Voir un peu la Dézoomer, big picture. dézoomer un peu. Exactement. Ouais, et puis être inspiré, tu vois, parce que la télé-réalité, c'est regarder des gens lambda faire des trucs lambda. Quand tu as l'occasion d'écouter des podcasts ou de regarder des émissions sur des grands sportifs, des grands chercheurs, c'est hyper chouette. Très bien. Et alors, tu nous en as cité un tout à l'heure, mais si tu devais recommander un autre invité pour le télescope? Je persiste et signe avec Pierre Lannoy. Ok. Si vous voulez expliquer à vos auditeurs comment l'hébergement fonctionne, Ouais. c'est le GOAT. On n'a pas cette vision-là encore d'hébergeur dans les Non. épisodes précédents, donc C'est incroyable. Très bien. Il est hyper sachant, il est hyper pédagogue parce qu'il explique quand même des sujets pas sexy du tout, T'es très pointu. de manière hyper intelligible. Donc vraiment, on devrait lui donner un mégaphone et écoutez-le. le faire tourner dans les agences. Ouais, moi, dans la communauté WordPress, en tout cas, je recommanderais Pierre de très très loin. Ok, c'est noté. Voilà. Bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup Aurélio Merci pour ton beaucoup temps. pour ton Merci à temps. vous. Et puis une bonne fin d'après-midi à toi. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.